Bien, on attaque. Alors, dans l'exercice 1, on s'intéresse ici, donc, dans la première question, à un solide dont on vous donne la capacité thermique massique, qui a la température de 270 Kelvin, et on va amener donc ce solide à la température de 330 Kelvin. Et donc, l'idée, c'est ici de procéder donc, de différentes façons. Donc, sur un exercice de ce type-là, eh bien, on se rend compte assez rapidement si le candidat, l'élève, le lourd d'un oral, maîtrise bien la notion donc, de fonction d'état avec les grandeurs qui dépendent du chemin suivi et celles qui ne dépendent pas du chemin suivi parce que si on a quelques résultats donc, en tête, en termes de calcul, ça peut aller assez vite. Alors, si on regarde la première question, c'est exactement la même chose que ce que l'on avait fait donc, en cours, puisque on va avoir donc ici comme système un solide. Donc ce solide, eh bien, on va donc l'assimiler donc à une phase condensée idéale. Et donc on va l'amener donc d'un état initial où la température vaut T0 à un état final où la température vaut TF. Autrement dit, ici, ce solide, il va être mis en contact bien, donc, avec ce thermostat. Donc ici, on vous demandait de calculer d'une part la variation d'entropie, puis l'entropie créée. Donc je vous rappelle, on commence donc, par déterminer donc, la variation d'entropie du solide. Donc la variation d'entropie du solide, elle se note delta S. Donc le delta, eh bien, je vous rappelle, ça veut dire variation entre l'état final et l'état initial. C'est donc l'entropie à l'état final, qui ne dépend que de la température pour bien, donc, une phase condensée, moins l'entropie à l'état initial. Et donc, si on utilise les relations classiques liées donc, à la variation d'entropie d'un solide, qui vous était rappelé en fin d'énoncé, on a la capacité thermique ici donc, du solide, autrement dit la masse fois la capacité thermique massique, petit c, fois Ln, ici, de la température finale sur la température initiale. Donc ça, c'est notre variation d'entropie pour le solide. On a donc toutes les données numériques ici pour pouvoir faire l'application numérique. On trouve pour cette variation d'entropie 80,3 joules Kelvin-1. Bien, une fois qu'on a donc la variation d'entropie du solide, on va déterminer donc l'entropie d'échange entre le solide et le milieu extérieur. Donc là, attention, les termes d'entropie d'échange et de création donc, dépendent du chemin suivi. Il va falloir intégrer le long du chemin de la transformation. Donc pour ces termes d'échange et de création, surtout, n'allez pas mettre un triangle qui signifie valeur finale moins valeur initiale. Ça n'a pas de sens, puisque ici, il faut intégrer donc, le long du chemin suivi. Et donc, quand on a un solide qui est en contact avec un thermostat, ce qui est le cas ici, eh bien, c'est le terme de transfert thermique divisé par la température de contact. La température de contact, c'est la température du thermostat avec lequel notre solide est en contact. Autrement dit, c'est la température TF. Bon, pour avoir accès à ce terme d'entropie d'échange, il nous faut avoir accès au terme de transfert thermique. Donc ça, je vous l'ai dit lorsqu'on a fait le cours. Souvent, eh bien, on a besoin de combiner le second principe avec le premier principe de manière à avoir accès eh bien, donc, à une deuxième équation qui vous permette d'avoir en particulier accès à ce terme de transfert thermique. Donc, le premier principe ici nous dit que la variation d'énergie interne du solide, c'est égal eh bien, donc, au terme de transfert thermique plus le travail des forces de pression, puisqu'on a donc le repos macroscopique
Et puis, donc, il n'y a pas de travail autre que les forces de pression ici. Hein. On a donc la forme usuelle du premier principe. Comme on a une phase condensée idéale, le travail des forces de pression est nul. Je vous rappelle, hein, ce travail il caractérise la variation de volume de notre système, hein, donc il est nul. Et donc le terme de transfert thermique, on remarque que c'est rien d'autre ici hein, que le terme de variation d'énergie interne. Hein. Autrement dit, Q égale la capacité thermique de notre solide, donc la masse fois la capacité thermique massique, TF moins T0, donc c'est vraiment exactement le même calcul hein, que celui qu'on avait fait en cours. Hein. Et donc, vous remarquez que le terme d'entropie d'échange, par voie de conséquence, c'est petit m, c'est TF moins T0 sur TF. Monsieur, Oui. On a dit on voulait amener le solide à la température TF. Mais Oui. donc, ça suppose que le thermostat, il chauffe, enfin, il a une température TF. Alors oui, puisque, je vous rappelle, un état final d'équilibre impose un équilibre thermique et un équilibre mécanique. Et donc, l'équilibre thermique impose que la température finale, ici, soit la température du thermostat. Hein, parce que si le Oui, oui, thermostat mais est... je veux dire, je veux dire, oui, ça c'était bon, il n'y avait pas de problème. Mais c'était juste le fait de mettre un solide qui a une température différente sur un autre Oui. de température. Théoriquement, la température du thermostat, elle devrait varier aussi. Même Alors, s'il est. Enfin, non, hein, simplement parce que c'est un thermostat, justement. Donc là, hein, il y a oui, deux oui. cas de figure qui peuvent se passer. Donc, quand on met le solide en contact avec un autre objet, hein, donc soit c'est ce qu'on va appeler une source de chaleur, soit ça va être un thermostat. Le thermostat, lui, hein, il est caractérisé par une capacité thermique infinie, autrement dit, sa température ne varie pas eh bien, au cours de la transformation. Simplement, l'image qu'on avait donnée dans le cours pour illustrer ça, hein, c'est que si vous prenez donc un caillou qui est à 30 degrés Celsius et que vous le plongez donc, dans un lac qui, lui, est à 15 degrés Celsius, on conçoit bien que la Ouais. taille en fait, du caillou en comparaison de la taille du lac va faire que la température de l'eau du lac ne va quasiment pas varier. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler un thermostat. Donc c'est encore une fois un modèle. Hein, on ne travaille qu'avec des modèles hein, en physique et encore plus en thermo. Hein, et donc, la température du thermostat ne change pas. Et ce que vous verrez en deuxième année, c'est la même chose, mais lorsqu'on met en fait, eh bien, donc, en gros, c'est plus ou moins ce que l'on a fait lorsqu'on a mis deux solides de températures différentes en contact et qui vont voir leur température évoluer vers une température entre guillemets moyenne. Alors, pas tout à fait moyenne, c'est une température barycentrique là, avec les capacités thermiques qui vont jouer le rôle d'éléments pondérateurs, mais en gros, la source de chaleur, ça correspond plus à ce deuxième cas de figure où on a deux solides de taille à peu près donc, identiques qui vont avoir tous les deux leur température variée. Ouais. Ouais, d'accord. Oui. Donc là, c'est un thermostat, donc la Oui, ça, température ne varie pas pour ce système. je le voyais plus comme un truc où on le met, je sais pas, sur un radiateur ou quoi, mais un truc un peu gros et tout. Alors, non, le thermostat, c'est vraiment température constante. Alors après, c'est toujours pareil, hein, c'est discutable hein, d'un point de vue du modèle, mais Ouais. on se place voilà, dans un cas idéal, mais ce n'est pas plus abusif de faire ça que d'imaginer une transformation qui est isotherme ou adiabatique réversible pour tel ou tel dispositif. C'est un Oui, bien modèle sûr. de transformation. Oui, ok, merci. Alors oui, l'entropie d'échange. Donc, on a donc l'expression qui est ici. Hein, et donc, si on fait l'application numérique, on trouve une entropie d'échange de 72,7 joules Kelvin moins 1. Et donc, pour finir, eh bien, pour avoir accès à l'entropie de création, eh bien, il suffit d'appliquer le second principe, autrement dit notre bilan anthropique. Et donc, si on fait la différence entre eh bien, les deux termes, on trouve une entropie de création de 7,6 joules Kelvin moins 1. Donc, ici, hein, eh bien, on remarque que l'entropie de création elle est positive, hein, ce qui traduit le fait que la transformation est irréversible. Monsieur, Oui,
Je n'ai pas compris du coup pourquoi là, on avait besoin d'utiliser le premier principe. Enfin, on s'en est pas servi finalement. Alors, si, hein. Donc, lorsqu'on évalue l'entropie d'échange, donc le terme d'entropie d'échange, c'est le terme de transfert thermique divisé par TF. Et donc, le premier principe m'a permis d'avoir accès ici à notre expression du transfert thermique, le Q. Ah oui, ok, d'accord. Merci. Bien. Donc, la cause d'irréversibilité ici, c'est bien évidemment la diffusion thermique. On met notre solide en contact avec un thermostat qui a une température différente. Donc, il va y avoir échange d'énergie sous forme de chaleur. Et donc, forcément, la transformation va être irréversible. Donc, ça, on pouvait s'en douter dès le début. Bon, ça, c'est la petite question de cours. C'est le cas qu'on avait traité donc, dans le cours en début de semaine. Donc là, on va regarder un deuxième cas de figure. Donc, l'idée, c'est toujours d'amener notre solide en fait, de la température T0 de 270 Kelvin à la température finale de 330 Kelvin. Mais ici, on va procéder différemment. Donc, quand je dis qu'on procède différemment, voici comment on s'y prend. Donc, on va mettre le solide en contact avec un premier thermostat. Et donc, ce premier thermostat, lui, il va être à une température en fait T1 intermédiaire entre la température finale et la température initiale. Donc, ici, cette température intermédiaire, elle est de 300 Kelvin. Pardon. Donc, au lieu de faire passer directement le solide de la température 270 à 330 Kelvin, on va le mettre à un premier thermostat ici qui a une température T1 de 300 Kelvin. Et une fois que l'équilibre thermique va être atteint, notre solide il va être mis en contact avec un second thermostat qui va l'amener jusqu'à la température finale TF de 330 Kelvin. Donc là, on a une opération en fin de compte en 2 étapes au lieu d'avoir une seule étape. Donc là, il faut bien avoir en tête qu'on a vraiment 2 transformations. Donc on attend que l'équilibre soit atteint pour la première étape avant de mettre le solide en contact avec le deuxième thermostat. Sinon, bien évidemment, en termes d'évaluation des différents termes, on va être un petit peu embêté. Et donc ici, on vous demandait d'évaluer la variation d'entropie du solide, puis l'entropie créée au cours de la transformation. Alors, si on commence par la variation d'entropie du solide, donc là, il y a 2 façons de procéder, une mauvaise et une bonne. Donc, une mauvaise, pour commencer, qui permet malgré tout d'avoir le résultat, c'est de dire que, ici, lors de la première étape, on va avoir une variation d'entropie delta S1 et une variation d'entropie delta S2 pour la deuxième étape. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que delta S, ici, c'est MC ln de T1 sur T0 plus MC ln de TF sur T1. Autrement dit, delta S1 plus delta S2. Alors, ça, on a le droit de l'écrire, il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau de l'application numérique, là, il ne faut pas écrire n'importe quoi, parce qu'on peut avoir un résultat qui devient faux si on n'écrit pas, si on ne fait pas correctement l'application numérique, autrement dit qu'on fait des arrondis intermédiaires. Ce que j'entends par là, c'est que si vous regardez l'expression que l'on obtient, et c'est la deuxième idée qu'on va utiliser derrière, c'est que les termes en T1 ici se simplifient. Et donc, en fin de compte, on a MC ln de TF sur T0 au niveau du résultat. Et donc, tout à l'heure, lorsqu'on avait évalué la variation d'entropie, le MC ln de TF sur T0, on avait trouvé 80,3 joules Kelvin moins 1. Et donc là, au niveau de l'application numérique, si vous écrivez autre chose que 80,3,
eh bien, c'est faux votre résultat. Donc, si du fait d'une approximation numérique où vous faites un arrondi ou je ne sais pas trop quoi, vous écrivez par exemple 80,2 ou 80,4, eh bien, votre résultat sera faux. Alors, pourquoi? Parce que eh bien, ce résultat qui découle de delta S1 plus delta S2, et le jour d'un oral, eh bien, il vaut mieux utiliser directement donc, le résultat suivant. Donc, delta S égale S final moins S initial. Autrement dit, ce terme-là est indépendant du chemin suivi. Donc, c'est exactement comme quand, dans le premier principe, on calcule la variation d'énergie interne. Donc, d'un point de vue du terme de variation d'entropie, que l'on fasse un chemin en une étape ou que l'on fasse un chemin en deux étapes, à partir du moment où on a le même état initial et le même état final, ben forcément, on a la même variation d'entropie ici. Et donc, directement, on peut dire que l'on a MC, ln de TF sur T0, d'où le 80,3 joules Kelvin moins 1. Il ne faut surtout pas écrire autre chose que cette valeur numérique-là. Sinon, on passe complètement à côté de l'aspect physique ici, à savoir que la variation d'entropie ici est indépendante du chemin suivi puisqu'elle ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Donc, à la limite, vous pouvez faire la décomposition, mais ça ne sert pas à grand-chose. Donc, c'est plus long et surtout, il ne faut pas écrire n'importe quoi après dans l'application numérique. Donc, ça, c'est vraiment ce vers quoi il faut se tourner lors d'un oral. Ça montre, lorsqu'on fait cette approche-là, que l'on fait de la physique et pas simplement des mathématiques. Donc, la variation d'entropie est indépendante du chemin suivi et donc on peut s'intéresser qu'à l'état initial et à l'état final. Bien, donc ça, c'est pour la variation d'entropie. Bon, par contre, après, au niveau des termes d'échange, bon, pour les termes d'échange, eh bien, là, on n'a pas le choix. Il faut calculer le terme d'échange relatif à la première partie de la transformation, plus le terme d'échange relatif à la deuxième partie de la transformation. Car ce terme, lui, il dépend du chemin suivi. Et donc, si on fait une transformation en deux étapes, eh bien, il faut calculer les termes d'échange relatifs à chacune des étapes pour avoir accès à ce terme d'échange correctement. Donc là, bien évidemment, c'est le même type de calcul que dans la première question, mais il faut simplement le faire deux fois. On a donc ici, au niveau de l'entropie d'échange 1, si vous regardez, c'est exactement donc, la même formule que précédemment. La seule chose, c'est qu'il va être mis d'abord en contact avec un thermostat de température T1, notre solide, qui va l'amener à la température T1. Et puis ensuite, il va passer à la température finale TF lors de la mise en contact avec le deuxième thermostat. Donc, il ne faut juste pas se louper au niveau des indices. Mais vu que c'est le même calcul, on peut simplement dire ici que c'est MC T1 moins T0 sur T1. Et SE2 qui sera égal à MC TF moins T1 sur TF ici. Donc la température T1, c'était donc 300 Kelvin. On a donc ici une entropie d'échange 1 qui est égale à 40 joules Kelvin moins 1. Et l'entropie d'échange 2 qui vaut 36. Donc là, c'était 40,0, 36,4 joules Kelvin moins 1. Et donc, si on fait la somme des deux, on remarque que l'entropie d'échange va valoir donc 76,4
joules Kelvin moins 1. Et donc, si on s'intéresse à l'entropie de création, qui est égale, d'après le second principe, à la différence entre la variation d'entropie et l'entropie d'échange, eh bien, vous remarquez qu'on trouve une entropie de création qui vaut plus que 3,6 joules Kelvin moins 1. Donc, la transformation, elle reste irréversible du fait de la diffusion thermique. Par contre, remarquez bien que ce terme de création d'entropie est plus faible que tout à l'heure, puisque dans la première question, quand on faisait donc une opération en une seule étape, on avait ici un terme de création d'entropie qui était de 7,6 joules Kelvin moins 1, alors que cette fois-ci, il n'est plus que de 3,6 joules Kelvin moins 1. Et donc, on remarque que, bien que restant irréversible, la transformation, elle est un peu moins irréversible, puisque ce terme de création d'entropie est plus faible. D'où ensuite la dernière question. Au lieu de mettre le solide en contact avec un thermostat, comme dans la première question, ou deux thermostats, comme dans la deuxième question, on va simplement mettre ce solide en contact avec un nombre grand N de thermostats, et puis on va regarder un petit peu ce qui change. Alors, si on a bien compris comment ça fonctionne avec deux thermostats, à savoir même état initial, même état final, donc la variation d'entropie, elle, est inchangée. Les termes d'échange, eux, vont se calculer successivement. Le résultat va être assez immédiat. Donc, si on regarde le dernier cas de figure, donc on vous dit qu'on met donc, le solide en contact avec grand N de thermostat. Les températures des thermostats, vous les avez donc ici. Donc, I variant de 1 jusqu'à N. Donc, on vous demandait donc, de calculer la variation d'entropie, puis d'exprimer l'entropie créée au niveau donc, de la transformation. Et après, on regardera ce qui se passe si le nombre de thermostats devient très, très grand. Bon. Au niveau de la question petit a, pour la variation d'entropie, donc, on a toujours delta S qui est égal à MC ln de TF sur T0. Autrement dit, le 80,3 joules Kelvin moins 1, puisqu'on a donc le même état initial et le même état final. Au niveau donc, du terme ici d'entropie créée, il faut avoir accès aux différents termes d'échange. Donc là, l'entropie d'échange SE, ça va être la somme sur l'ensemble des thermostats des entropies échangées, que je note SEI. Et ce terme d'échange ici, SEI, on l'a vu sur le cas précédent, ça sera un terme de la forme MC, donc TI moins TI moins 1, sur TI, où TI, c'est le thermostat correspondant. Alors, on peut éventuellement remplacer TI ici par l'expression du dessus. Bon, après, ça ne va pas simplifier outre mesure le résultat. Et donc, on remarque que l'entropie d'échange, c'est rien d'autre que la somme de I égale 1 jusqu'à N de MC TI moins TI moins 1 sur TI. Donc là, on ne peut pas dire grand-chose de plus au niveau donc, de l'entropie d'échange. On ne peut pas faire d'application numérique parce que, bien évidemment, ça dépend du nombre grand N de thermostats. Et donc, pareil, lorsqu'on va exprimer l'entropie créée,
eh bien, on ne va pas avoir ici une valeur donc, numérique à proposer puisque l'entropie créée va dépendre du nombre de thermostats qui va être mis en jeu. Donc, on ne peut qu'exprimer ici eh bien, une forme générale pour cette entropie créée, mais on n'a pas accès à une valeur numérique. Du fait que ça va dépendre du nombre de thermostats qui est mis en jeu. Monsieur, Oui. dans l'expression de l'entropie d'échange, quand on divise par TI, c'est parce que c'est la température contact ou je ne sais plus quoi là. Alors, c'est la température de contact, effectivement. Donc, je vous rappelle. On est passé par le premier principe. Oui, donc indirectement. effectivement. Donc, la température de contact, dans le cas qui limite le programme pour nous en sup, gardez juste à l'esprit que c'est la température du milieu extérieur, autrement dit du thermostat avec lequel notre solide va être en contact simplement. Ok, d'accord. Bien, donc voici pour l'expression de l'entropie créée. Donc ce terme-là, lorsque le nombre de thermostats est quelconque, il va être a priori donc non nul, parce qu'il n'y a aucune raison que les deux termes ici soient égaux. Ce que l'on peut dire, c'est que eh bien, SC va être positif. Bon, ça ne peut pas en être autrement, j'ai envie de dire, puisqu'il n'y a que deux cas de figure qui peuvent se produire pour l'entropie de création. Soit le terme d'entropie de création est nul et à ce moment-là, la transformation elle est réversible, soit ce terme-là est positif et la transformation est irréversible. Et comme on a ici de la diffusion thermique, il sera a priori positif. Bon, et on vous demandait ce qui se passait malgré tout lorsque n tendait vers l'infini. Donc pour cela, il faut avoir en tête donc, le résultat qu'on avait mis en évidence là, sur les deux premières questions. On avait dit que le fait de mener de l'état initial vers l'état final en deux étapes donnait un terme de création d'entropie qui était plus faible que donc, le terme d'entropie créée lorsqu'on avait la transformation à une seule étape. On conçoit bien que si on fait une opération en 3 étapes, puis 4 étapes, puis un très grand nombre d'étapes, donc ce résultat-là, il va se généraliser. Autrement dit, l'entropie de création va diminuer au fur et à mesure que l'on augmente le nombre d'étapes. Et donc, si on fait tendre en fait le grand N vers plus l'infini, ici, on va trouver un terme de création d'entropie qui est nul. Alors, ça, on peut s'en convaincre assez facilement en regardant donc, le terme qui est encadré à ce niveau-là, simplement parce que si je me débarrasse des MC là, pour comparer simplement en fait, le ln de TF sur T0 et le TI moins 1 sur T, on reconnaît au niveau de notre somme, ici, rien d'autre qu'une somme de Riemann en fin de compte. Et donc, si on fait tendre le grand N vers l'infini, on a TI moins TI moins 1. Donc, ça, c'est une petite variation de température. Donc, c'est un dt sur T. Et donc, lorsqu'on passe ici de la somme discrète à une somme continue, l'intégrale, du fait qu'on a une infinité ici de thermostat, l'intégrale de dt sur T, ça nous donne bien un logarithme népérien, autrement dit, le terme qui se trouve à ce niveau-là. Et donc, on a bien l'entropie de création qui va tendre vers 0 lorsqu'on a une infinité ici de thermostats. C'est simplement lié au fait qu'ici, on a une somme de Riemann au niveau de notre terme d'entropie d'échange. Et donc, si on multiplie ici le nombre de thermostats, autrement dit qu'on le fait tendre vers vers un très grand nombre de valeurs, on passe de la somme discrète à la somme continue, l'intégrale, et puis on retombe bien évidemment sur le logarithme népérien. Mais monsieur, Oui. on n'avait pas aussi Q qui est égal à MC T1 moins T0, TI moins TI moins 1. Oui. Et du coup, TI vaut T0 quand n tend vers plus l'infini. Du coup, on aurait Q vaut 0 et. Alors, non. Et la propriété de création. Non, attention, il ne faut pas. On ne peut pas dire ça. Donc, ici, on a le premier thermostat qui a la température T1.
le deuxième thermostat qui a la température T2, et le dernier thermostat, le thermostat grand N, lui sera à la température TF1. Donc, on a grand N thermostats qui vont avoir des températures qui sont très proches les unes des autres, hein, mais le dernier thermostat, lui, sera à la température TF1. Donc, tous les thermostats ont des températures différentes, mais très proches les unes des autres. Ah, d'accord. Et il ne faut pas se laisser abuser par la formule qui est ici. C'est vrai qu'on divise par n, hein, qui, lui, tend vers l'infini, mais il y a le petit i qui varie également. Hein. Donc, pour le dernier thermostat, on a le petit i, hein, qui est égal à grand N, et donc ça fait bien une température TF pour le dernier thermostat. Il ne faut pas regarder que le n ici. Hein. Il y a le i qui varie aussi. Hein. Oui? Oui, c'est bon. Merci. OK. Bien. Alors, on enchaîne. Alors, l'exercice numéro 2. L'exercice avec la résistance chauffante. Donc, celui-là, c'est vraiment un classique, cet exercice. Hein. Donc, il faut savoir vraiment le refaire parce qu'on le trouve sous des formes diverses et variées, hein, cet exercice-là. Donc, celui-là, hein, il faut vraiment savoir le refaire, hein, très rapidement. Hein. Alors, si on regarde cet exercice, donc, on vous dit que, eh bien, on a ici, hein, eh bien, un cylindre dans lequel, hein, eh bien, on a des parois qui sont calorifugées, hein, à ce niveau-là. Le piston est également donc calorifugé et on a donc un gaz parfait qui est enfermé donc dans ce cylindre. Et donc à l'état initial, hein, on a donc les mêmes variables d'état, pression, température, volume, pour eh bien, donc, notre système. Hein. Et ensuite, hein, eh bien, on va faire évoluer donc, eh bien, cet état initial par l'intermédiaire d'une résistance chauffante qui se trouve dans l'un des compartiments, hein, et qui va donc amener jusqu'à un état final. Et donc, il va falloir déterminer pour chaque compartiment, hein, eh bien, donc, les variables d'état. Et puis ensuite, on fera le bilan énergétique et dans la question petit 4, le bilan anthropique. Bien. Donc, si j'appelle petit 1 ici, hein, le compartiment de gauche et petit 2, donc le compartiment de droite, ici, hein, on va déterminer donc, les variables d'état de ces deux compartiments. Bon, première chose que je commence à faire, parce que j'en aurai besoin pour la suite, hein, si vous regardez, hein, on vous donne la pression, le volume et la température dans l'état initial. Donc, je vais calculer donc, la quantité de matière, hein, qui va être contenue en fait, hein, dans chacun des récipients. Donc, cette quantité de matière, c'est bien évidemment la même. Hein, je l'appelle petit n, puisque à l'état initial, hein, on va avoir eh bien, la même pression, le même volume et puis la même température. Hein. Donc là, lorsqu'on fait l'application numérique, hein, attention, la pression doit être en pascal, le volume surtout en mètres cubes et la température en Kelvin, hein, si vous voulez avoir la quantité de matière en mol. Hein. Donc, si on fait l'application numérique, on a 0,123 mol de gaz dans chacun ici, hein, des deux compartiments. Ça va nous être utile, hein, pour la suite. Bien, sur cet exercice-là, hein, tout réside en fait dans des choix pertinents de système suivant les termes que l'on veut évaluer en fait. Hein. Donc là, une première erreur classique, bah, c'est de partir sur le mauvais compartiment en fait. Le mauvais compartiment, hein, bah, c'est le compartiment 1. Alors pourquoi? Parce que en fait, hein, les parois de notre récipient ici sont calorifugées, de même que le piston qui se trouve à ce niveau-là. Donc, on a envie de dire spontanément qu'on a des transformations adiabatiques. Alors, j'ai envie de dire, ça dépend où on regarde. Autant, hein, eh bien, pour le compartiment 2, c'est vrai, hein, puisque bah, le compartiment 2, lui, contient un gaz avec des parois calorifugées. Autant pour le récipient 1, hein, bah, ce n'est pas vrai parce qu'il y a certes des parois qui sont calorifugées, mais on a introduit ici une résistance chauffante. Et donc, il va y avoir des échanges thermiques entre le gaz et la résistance.
Et donc, la transformation ne sera pas adiabatique pour le gaz qui est contenu dans le récipient 1. Et donc là, le point de départ, hein, eh bien, c'est de choisir comme système le gaz du récipient 2 hein, pour pouvoir écrire des choses intéressantes. Bien. Ce gaz, ici, hein, va passer donc d'un état initial dans lequel on connaît eh bien, les variables d'état, P0, V0, T0, à un état final, P2, V2, T2, pour les variables d'état. Monsieur, Oui. on ne pourrait pas s'en sortir en prenant dans le système numéro 1 le gaz plus la résistance. Eh Comme ça, bien, on aurait non. des... D'accord. Alors, pourquoi? Parce que si on prend comme système le gaz plus la résistance, bon, ben, la transformation, elle devient adiabatique. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas mal. Mais, et c'est là où ça devient problématique, c'est que la résistance, elle, pour qu'elle chauffe, elle est forcément alimentée par un générateur de tension U0, et la résistance va recevoir de l'énergie électrique de la part de ce générateur. Et donc, ce terme d'énergie qui intervient donc dans le bilan énergétique par un terme en W autre, j'ai envie de dire, hein, ben, on est un peu embêté pour l'évaluer parce qu'on ne connaît pas la tension du générateur, on ne connaît pas l'intensité du courant qui est délivré, etc. Et donc, on reste bloqué, hein, même si on inclut la résistance ici dans le système, si on résume, si on raisonne sur le récipient 1. Alors, pour cet exercice-là, en tout cas, hein, si on vous avait donné d'autres données, hein, avec une tension U0, une intensité, etc., là, pourquoi pas, hein, on aurait pu raisonner ainsi. Mais en tout cas, sur cette formulation-là de l'exercice, hein, on ne peut pas raisonner sur le point de départ, sur le 1, parce que on n'a pas d'informations ni sur la résistance, ni sur le générateur, en fin de compte. D'accord, merci. Bien. Alors, si je reviens à mon système gaz numéro 2, hein, donc c'est un gaz, ici, on va assimiler donc, ce gaz à un gaz parfait. Et puis, donc, on a une transformation ici, on a dit, qui est adiabatique pour le gaz, du fait des parois calorifugées. Et puis ensuite, hein, si vous regardez un petit peu mieux l'énoncé, hein, on vous dit que le compartiment de gauche comporte une résistance chauffante qui chauffe très lentement le gaz contenu dans le récipient de gauche. Hein. Donc, la transformation adiabatique, ici, hein, elle va être en plus infiniment lente, hein, puisque la résistance va chauffer très lentement hein, eh bien, notre dispositif. Gaz parfait, adiabatique, infiniment lent. Hein. Il faut vraiment hein, que spontanément vous viennent à l'esprit hein, les lois de Laplace, hein, puisque hein, ce sont les trois conditions nécessaires hein, à l'application des lois de Laplace. Et monsieur, oui. La paroi isolante, ça laisse passer la chaleur, du coup? Laquelle? Celle-ci, là? Oui. Non, non, surtout pas. Et comment ils les sont chauffés, le Alors, gaz attention, hein, le gaz qui est chauffé, hein, c'est le gaz numéro 1. Hein. C'est celui qui est à gauche. Par contre, du fait qu'ici, on a un piston qui est mobile, eh bien, il va y avoir donc, des échanges d'énergie entre le récipient 1 et le récipient 2, du fait que le piston ici soit mobile. Et donc, lorsqu'on va chauffer en fait, eh bien, le récipient de gauche, donc là, hein, on va voir rétrospectivement un peu les valeurs numériques, hein, mais au départ, hein, on a un volume de 3 litres sur chacun des deux gaz. Lorsqu'on va chauffer donc, le gaz de gauche par l'intermédiaire de la résistance, ici, hein, le gaz 1, il va se détendre, hein, son volume il va augmenter hein, jusqu'à à peu près un volume de 4 litres de mémoire, hein, ce qui va comprimer donc, le gaz ici de gauche, du fait que le volume en fait, et la température vont, que le volume et la pression vont varier hein, pour le récipient de gauche, je vais y arriver, du fait que le volume et la pression vont varier pour le gaz numéro 2, la température va varier également.
Mais ça se fait par l'intermédiaire du déplacement du piston qui fait varier en fait le volume et donc la pression du gaz. Okay. D'accord, merci. Alors, les lois de Laplace nous permettent d'écrire, donc je travaille par exemple avec le couple de variables pression-volume. Donc ça, c'est intéressant parce que, si on regarde l'énoncé, on vous dit que dans l'état final, la pression vaut PF dans le compartiment dans lequel se trouve la résistance, mais compte tenu du fait qu'à l'état final, on a équilibre mécanique du piston. Alors, je vais peut-être écrire en haut plutôt. À l'état final, on a équilibre mécanique du piston. Parce que sinon, il continue à bouger et donc on n'est pas dans l'état final. On a P2 égale P1 et c'est donc égal à PF. Et donc, vous remarquez que la seule inconnue dans l'équation qui est ici, en fin de compte, c'est le volume V2. Donc, le volume V2, c'est donc égal à V0 fois P0 sur PF à la puissance 1 sur gamma. Si on fait l'application numérique, on trouve un volume de 1,97 litres. Donc, c'est ce que j'évoquais au départ. Donc, à savoir, le volume initial valait 3 litres. On est à 1,97 litres. Donc, le gaz qui est dans le compartiment de droite, ici, va être comprimé ici. On connaît ici la pression finale. On peut donc en déduire la température finale, T2, qui est égale à P2V2 sur NR. On connaît ici aussi bien le volume que la pression. Donc, on a 347 Kelvin pour le gaz qui se trouve dans ce compartiment-là. Donc là, remarquez bien que la transformation ici, elle est adiabatique. Donc, on avait la température initiale ici de 293 Kelvin. Donc, remarquez bien que la température a bien varié au cours de cette transformation adiabatique, puisqu'on passe de 293 Kelvin à 347 Kelvin ici. Bon, donc ça, c'est le compartiment 2. Donc, pour avoir accès donc, au gaz, aux variables d'état du gaz dans le compartiment 1, une fois qu'on a fait ces calculs-là, c'est assez immédiat, j'ai envie de dire. Simplement Monsieur, parce que… Oui, vous avez écrit état final, équilibre mécanique piston. oui, P2 est égal à P1 est égal à PF. oui. Ah oui, pardon. Oui, d'accord. Ok, c'est bon. Parce que le piston, lui, ne bouge plus. Donc, on a forcément la pression qui est la même des deux côtés. Oui, d'accord. Merci. Alors, pour le gaz numéro 1, cette fois-ci, alors déjà, on connaît la pression finale. On sait que c'est P1, donc le 1,8 bar. Donc, ça, on connaît. Le volume V1, on le connaît également de manière directe, puisqu'on sait que le volume total, c'est 6 litres. Et on sait que le gaz numéro 2, lui, il occupe un volume de 1,97 litres. Et donc, le volume V1, lui, il s'obtient donc par la différence entre le volume total, les 6 litres, et le volume V2 de 97 litres, donc 4,03 litres pour ce volume V1. Je n'ai pas compris, monsieur. Oui. Je n'ai pas compris d'où ça venait le 2V0 moins V2. Vous pouvez l'expliquer, s'il vous plaît? Simplement parce qu'à l'état initial, on a 3 litres pour le premier gaz, 3 litres pour le deuxième gaz. Donc, on sait que le volume total disponible, c'est 6 litres, en fait. Et donc, si le gaz 2, lui, il occupe à l'état final 1,97 litres, on sait que forcément, le volume du gaz numéro 1, ça sera le complémentaire à 6 litres, autrement dit 4,03 litres. Oui, ok. Merci beaucoup.
Bien. Donc, ici, hein, on a eh bien, la pression, le volume. Donc, on peut en déduire la température T1. Hein. Donc, la température T1, c'est rien d'autre que P1V1 sur NR. Donc là, encore une fois, on connaît tout. Hein. Et donc, on peut faire l'application numérique et on trouve 709 Kelvin. Hein. Bon, vous remarquez que cette température, elle est bien plus élevée hein, que dans le récipient numéro 2. Hein. Mais bon, c'est plutôt logique. Hein. Il y a la résistance chauffante hein, dans ce compartiment 1 hein, qui va eh bien, réaliser ici la détente ici, de ce gaz hein, qui voit son volume passer de 3 à 4 litres en gros. Bien, donc ça, c'est pour les variables d'état. Dans la deuxième question, il fallait faire, donc, en fin de compte, le bilan énergétique, hein, donc appliquer le premier principe. On vous demandait de déterminer le transfert thermique et le travail reçu par chacun donc, des gaz au cours donc, de la transformation. Donc là, encore une fois, hein, il faut s'y prendre dans le bon sens hein, parce que eh bien, donc, il y a le problème de la résistance chauffante dans le compartiment 1. Hein, donc là, le point de départ, hein, c'est surtout le compartiment 2. Et c'est à partir de ce compartiment 2 que l'on va pouvoir déterminer donc l'ensemble des grandeurs hein, qui nous intéressent ici. Hein. Donc, pour la question, donc, petit 2, on va rebasculer hein, sur eh bien, donc, le gaz numéro 1, pardon, sur le gaz 2. Et on va donc appliquer donc, le premier principe. On a delta U2 qui va être égal donc, à Q2 plus le travail des forces de pression 2. Donc, toujours pareil, hein, on a le travail des forces autres que les forces de pression hein, pour ce compartiment hein, qui est égal à 0. On a la variation d'énergie cinétique macroscopique qui est nulle également. Hein, et donc, il reste simplement à regarder donc, ces différents termes ici. Donc là, si on regarde un petit peu, hein, on peut commencer par le plus simple, c'est le terme de transfert thermique. Hein. Quand on énonce le premier principe sous cette forme, je comprends pas pourquoi à chaque fois on s'embête à préciser le travail de force autre et l'énergie cinétique macroscopique, alors que même si c'était pas nul, on pourrait quand même regarder l'énergie interne sous cette forme-là. Oui, à part que ces termes-là, ils interviennent dans le bilan, en fait. Mais pas pour les grandeurs qu'on veut regarder. Disons, si un des deux termes, W autre ou delta EC macro, est non nul, on n'a plus cette égalité delta U égale Q plus W. Hein. On va le voir pour le gaz 1. Je ne garde ta question en suspens un tout petit instant. Je finis le calcul là pour le gaz 2 et puis ensuite pour le gaz 1. Et dans la question 3, on va voir que ça intervient dans le bilan, hein, ce W autre là avec la résistance chauffante. Et donc, on est obligé d'en tenir compte au niveau du bilan hein, parce que, je vous rappelle, le premier principe, c'est la conservation de l'énergie. Hein. Donc, si un de ces deux termes est non nul, forcément, il contribue à la variation d'énergie totale de notre système. Oui. On en reparle dans la question petit 3, je reviens sur ta question à ce niveau-là. Okay. Alors, ici, j'étais en train de dire donc, que le terme de transfert thermique Q2 hein, eh bien, est égal à 0, hein, puisqu'on a une transformation adiabatique. Donc, ce terme-là, on connaît. Ensuite, si on regarde un petit peu, vu que c'est un gaz parfait, hein, on peut facilement avoir accès au terme de variation d'énergie interne, delta U2. Donc, c'est CV T2 moins T0. Et ici, hein, on connaît tout, puisqu'on a déterminé les variables d'état juste avant. Hein. Donc, le T2 en particulier, on le connaît. Et la capacité thermique à volume constant, hein, ça, c'est quelque chose auquel on a accès aussi, puisque, hein, d'après les relations de Mayer, on sait que c'est NR sur gamma moins 1. La quantité de matière, on la connaît. Et le gamma, hein, on le connaît également. Donc, le delta U2, hein, on peut facilement le calculer. Hein, on trouve 138 joules ici. Et donc, vous remarquez que le travail des forces de pression, pour ce compartiment numéro 2, c'est rien d'autre que delta U2.
autrement dit 138 joules. Si on regarde maintenant le gaz numéro 1, et là je parle bien du gaz numéro 1. Là, il faut faire attention, donc dans le bilan, on a delta U1 qui va être égal à Q1 plus le travail des forces de pression 1. Donc, si je m'intéresse qu'au gaz numéro 1, bon, ben, encore une fois, les deux autres termes, eux, sont nuls. Ça sera plus vrai dans la question suivante, là, lorsqu'on va s'intéresser à la résistance. Bon, donc là, c'est ce qu'on a dit précédemment. N'allez surtout pas dire que le terme de transfert thermique, il est nul, puisque la résistance chauffante va amener de l'énergie thermique dans le milieu réactionnel. Donc, ce terme-là, il n'est surtout pas nul. Et donc, le point de départ ici, ça va être le travail des forces de pression. Le travail des forces de pression delta W, donc WP1, lui, on le connaît directement sans calcul. On peut dire que c'est moins 138 joules. Autrement dit, moins WP2. Pourquoi? Ça vient d'où ça, monsieur? Alors, j'y viens. Donc ça, on peut le dire simplement parce que je vous rappelle que le travail des forces de pression, il caractérise la variation donc, de volume pour notre système. Et donc, compte tenu du fait ici qu'on a un piston qui est mobile, eh bien, les forces de pression, qui sont des actions mécaniques en fin de compte, eh bien, si elles font passer donc, le volume du système de droite, ici le gaz numéro 2, de 3 litres à 1,97 litres, autrement dit, que ces forces de pression mécanique sont responsables de la diminution donc, du volume du gaz numéro 2, forcément, le gaz numéro 1, lui, il va récupérer donc, ce travail-là, simplement parce que je vous rappelle que si on s'intéresse à WP2, donc ça, c'est le travail qui est reçu par le gaz numéro 2 de la part du milieu extérieur. Et donc, de point de vue de ce terme-là, le milieu extérieur, ça sera le gaz numéro 1 par l'intermédiaire du piston. Et donc, si on s'intéresse au travail qui est reçu donc, par le milieu extérieur du point de vue du gaz numéro 2, ce n'est rien d'autre que ce terme de travail WP1. Donc ici, le système, c'est le gaz 2 et le milieu extérieur, c'est le piston, autrement dit, le gaz numéro 1, puisque c'est lui qui va faire que le piston se déplace. Donc le système ici, c'est le gaz numéro 2 et le milieu extérieur, donc c'est le gaz numéro 1. Et donc forcément, si on s'intéresse à ce terme WP1, le système, c'est le gaz numéro 1 et le milieu extérieur, c'est le gaz numéro 2. Et donc forcément, eh bien, c'est simplement le changement de point de vue du système qui permet de passer donc, de ce premier terme à ce second terme, d'où le signe moins qui est ici. Donc simplement le système, le milieu extérieur. Dans un cas, on regarde le système et dans l'autre cas, le milieu extérieur, d'où le signe moins. Bien, on a le travail. On peut avoir accès facilement donc, au terme d'énergie interne. Donc, le terme d'énergie interne, delta U1. Donc, effectivement, si on raisonne également sur le système 1 plus 2, on peut justifier également ce résultat-là, puisque si on raisonne sur le système 1 plus 2, on a le volume qui est constant. Donc, si le volume est constant pour le système 1 plus 2, forcément, la somme de ces deux travaux va être égale à 0, puisque justement, le volume du système global ne change pas. Donc, ces deux travaux vont se compenser. Donc, c'est une autre façon de voir les choses, effectivement. Alors, le delta U1, eh bien, donc, c'est rien d'autre que CV facteur de T1 moins T0. Donc là, encore une fois, on connaît tout, puisque la température T1, on l'a déterminée eh bien, donc, dans la question précédente. C'est le même CV que
dans le compartiment numéro 2, hein, puisqu'on a la même quantité de matière et le même gamma. Donc ça, attention, il faut quand même le vérifier, hein, parce que si on n'avait pas la même quantité de gaz initialement ou pas le même type de gaz avec une valeur de gamma différent, hein, le CV pourrait être différent. Hein. Mais ici, en tout cas, on a la même capacité, hein, thermique à volume constant dans les deux récipients. Hein. Et donc, si on fait l'application numérique, on trouve ici 1064 joules pour cette variation d'énergie interne. Donc, connaissant la variation d'énergie interne et le travail des forces de pression dans le compartiment 1, on peut donc, en déduire le terme de transfert thermique. Autrement dit, 1202 joules. Monsieur, oui. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris pourquoi on a WP1 égale WP2, enfin moins WP2. Alors, si vous n'avez pas compris avec la manière dont je l'ai présenté tout à l'heure, Coulomb, là, il propose une autre façon de voir les choses, hein, qui est bonne aussi. Hein. Si on prend comme système le gaz 1 plus le gaz 2, donc le travail des forces de pression ici, hein, va être égal à 0, hein, car le volume, hein, est constant. Alors, attention, ce n'est pas la question 3, ça pour le coup. Car le volume, il est égal à 2V0, hein, autrement dit 6 litres, et il est constant. Le travail des forces de pression, hein, caractérisant la variation de volume ici de notre système. Bon. Ce travail des forces de pression résultant, global, hein, il est nul, hein, mais vu que c'est une grandeur énergétique, c'est une grandeur additive. Comme le système, lui, il est constitué de deux sous-parties, le gaz 1 et le gaz 2, hein, c'est WP1 plus WP2. Et comme c'est égal à 0, hein, on a WP2 qui est forcément égal à moins WP1. Donc, le volume que perd l'un des gaz, c'est l'autre gaz qui le récupère. Et donc, du point de vue des forces de pression, hein, ça se traduit par une égalité en valeur absolue, mais ceci de moins. Ok, merci. Mais du coup, vous, c'est comment vous l'avez justifié? Alors, ce que j'ai dit, hein, en gros, ça revient au même que ça. Hein. Ce que j'ai dit, c'est que ici, hein, lorsque j'ai évalué ce terme WP2, hein, le système, si j'écris dans la marge, là, vous le voyez ou pas? J'ai un doute. Ce que je suis en train d'écrire là, système, vous l'avez à l'écran? Oui, oui, on le voit. Oui. OK. Donc, système, hein, c'est le gaz 2, j'ai dit. Et j'ai dit le milieu extérieur, c'est le gaz 1. Puisque hein, c'est le gaz 1 hein, qui va faire que le piston va se déplacer. Et donc, à ce niveau-là, hein, j'ai dit, cette fois-ci, hein, le système, pour avoir accès à WP1, hein, c'est le gaz 1. Et le milieu extérieur, c'est le gaz 2. Et donc, forcément, hein, si on permute, entre guillemets, simplement, hein, l'observateur entre ce terme-là et ce terme-là, hein, puisque, en fin de compte, on a du gaz 1, du gaz 2, du gaz 2, du gaz 1, hein, forcément, hein, simplement, le signe va changer, hein, puisque dans un cas de figure, on regarde en quelque sorte le système, et dans le deuxième cas de figure, le milieu extérieur. Mais ce qui revient au même que ce qui est ici, là en bas, là, le WP total est nul. D'accord, merci. Bien, donc voici pour ces deux gaz. Et donc, on en arrive à la résistance chauffante, ici. Hein. Et donc, ça va permettre de revenir à la question de votre camarade. Donc là, suivant hein, la manière dont on choisit le système, hein, ça va être plus ou moins embêtant. Donc ici, hein, si je prends comme système le gaz 1 plus le gaz 2,
quand j'applique le premier principe, on a delta U plus delta EC macro qui va être égal au travail des forces de pression totale, plus le terme de transfert thermique, plus W autre. Bon, si je raisonne sur le gaz 1 plus le gaz 2, pour les raisons que j'évoquais juste avant, le terme ici de travail des forces de pression, eh bien, il va être nul, puisque le volume total est constant. Il n'y a pas de travail autre que les forces de pression, et le delta EC macroscopique va être nul. Et donc, vous remarquez que le terme de transfert thermique, Q, va être égal à delta U. Donc, ce terme de transfert thermique étant la chaleur que reçoit notre système, gaz 1 plus gaz 2, de la part de la résistance chauffante. Donc ça, c'est le terme que l'on cherche, en fin de compte. Donc, c'est l'énergie thermique reçue de la part de la résistance chauffante. Et donc, on a ce terme de transfert thermique, Q, qui est égal à delta U, à savoir delta U1 plus delta U2, compte tenu du fait que notre système est constitué des deux gaz. Et donc, si on fait l'application numérique, on trouve 1202 joules pour cette énergie amenée par la résistance chauffante ici. Bien. Ça, c'est la première façon de voir les choses. Si on veut revenir un petit peu sur la question de votre camarade, la question qu'on pourrait se poser, c'est si on choisit comme système, eh bien, donc, le gaz 1 plus le gaz 2 plus la résistance, on peut se demander qu'est-ce qui change au niveau du bilan. Donc, je réécris ici le premier principe. Bien. Si j'inclus la résistance dans le dispositif, on a toujours le travail des forces de pression qui, lui, est nul, puisqu'on a le volume qui est constant et égal à 6 litres. Il n'y a pas de déplacement macroscopique, donc ce terme-là, il est nul. On a cette fois-ci, attention, le terme de transfert thermique qui va être nul parce que les parois sont calorifugées et que la résistance est inclue dans ces parois calorifugées. Et donc, on remarque cette fois-ci que le delta U, c'est notre W autre, qui est égal à 1202 joules toujours. Mais attention, ce W autre ainsi évalué, c'est rien d'autre que l'énergie électrique qui va être reçue par la résistance. Et donc, si on veut conclure et répondre à la question, parce que la question, c'est quelle est l'énergie dissipée par la résistance, il faut en plus dire la chose suivante. Toute l'énergie électrique reçue par la résistance, du point de vue du générateur, va être dissipée sous forme de chaleur. Et donc, on retrouve ce transfert thermique de 1202 joules qui va être cédé au gaz numéro 1. Et ce n'est pas tout à fait la même façon de raisonner, puisque là, on a vraiment un terme W autre qui rentre dans le bilan et qui va faire varier l'énergie
en fait, total de notre dispositif. Et ce terme-là, c'est un terme de travail électrique, autrement dit, une énergie électrique qui va être reçue par la résistance chauffante du fait qu'elle est alimentée par un générateur. Une question? Non? Monsieur, Oui. pourquoi dans la 3, on considère le système gaz 1 plus gaz 2, mais l'énergie thermique reçue par le gaz 2, elle est nulle? Oui. Pourquoi on ne prend pas juste le système gaz 1, du coup? Alors, disons, on peut, mais on aurait pu aussi. À ce moment-là, il aurait fallu tenir compte en plus du travail des forces de pression précédentes. En fait, j'ai pris ce système-là parce que j'avais en tête simplement la petite remarque liée à la question de votre camarade de tout à l'heure. Donc, je voulais mettre simplement en évidence cette énergie électrique, mais en raisonnant sur le gaz 1, ça fonctionne aussi vu qu'on a tous les termes énergétiques pour le gaz 1. Donc, ça fonctionne également. D'accord. Bien, donc voici pour le bilan énergétique. Il reste le bilan anthropique à faire. Oui. Quand on a les yeux en face des trous, on peut toujours s'arranger pour... on peut toujours, dépendant de l'exercice, mais on peut s'arranger pour trouver un système qui fait qu'on aura un travail autre un travail autre qui sera nul, quoi. On aura... disons, en général, mais après, c'est toujours pareil. Vous manquez parfois un peu d'imagination dans les exercices, ce qui n'est pas toujours notre cas. Donc, on peut très bien imaginer des cas un petit peu plus complexes où on rajoute des termes de travaux, parce que je vous rappelle quand même que lorsqu'on a cette formulation-là du premier principe, le seul terme macroscopique à proprement parler, c'est le terme de variation d'énergie cinétique macroscopique. Donc, si on a un travail des forces de pesanteur, il y a des exos assez classiques aussi avec des ressorts qui traînent. Ça génère donc des termes supplémentaires que l'on inclut à ce niveau-là. Et ces termes, on ne peut pas toujours s'en débarrasser. Donc, s'il y a un ressort dans le dispositif ou un truc ou un machin de ce type-là, vous regarderez un peu sur les bouquins là, que vous avez. Donc, c'est des exos assez classiques, ça, avec un ressort. Je me suis loupé sur l'application numérique, c'est ça, vous dites? Alors, attendez que je reprenne. Donc, le delta U1, c'était 1064 et le delta U2, 138. Donc, 1202. C'est bien 1202. Non, c'est bien ça, l'application numérique. Bien. Alors, le bilan anthropique. Question petit 4. Alors, encore une fois, donc ici, on va raisonner en deux temps. Je commence par le gaz numéro 2. Donc, le gaz numéro 2, je vous rappelle, on a une transformation qui est adiabatique. Donc, on a Q égale 0. Et donc, on a l'entropie d'échange relatif à ce gaz numéro 2 qui est nul. Pour avoir accès donc, à la variation d'entropie, delta S, il faut utiliser donc, les formules relatives au gaz parfait qui vous étaient rappelées en toute fin d'exercice. Donc, on vous donnait l'entropie molaire dans le couple de variables TP. Donc, je vais utiliser cette variation d'entropie-là. Donc, c'est CP ln de T2 sur T0 moins NR ln de la pression P2 sur P0. Donc, je vous rappelle que le CP, c'est gamma CV, donc on peut avoir accès à tout. Et donc,
on trouve 0 pour cette variation d'entropie également. Hein. Donc ça, c'est assez logique, hein, puisqu'on a utilisé donc, les lois de Laplace et que les lois de Laplace découlaient, hein, lorsqu'on les a démontrées dans le chapitre sur le second principe, bah, du fait justement hein, que delta S était égal à 0, et réarrangeant hein, eh bien, donc, cette différence, ici, on tombait sur les lois de Laplace. Hein. Et donc, d'un point de vue donc, du gaz numéro 2, bah, vous vous rendez compte que le terme de création d'entropie, en fin de compte, il est nul. Bien, ça c'est pour le gaz numéro 2. Par contre, pour le gaz numéro 1, hein, du fait de la résistance chauffante, hein, ben, on se doute bien que ça ne va plus être le cas. Alors, pour le gaz numéro 1, eh bien, donc, on peut donc, déterminer sur le même principe la variation d'entropie de ce gaz numéro 1. Donc, la variation d'entropie, j'avais oublié un petit 1, un petit 2. Le delta S1, donc ça va être Cp ln de T1 sur T0 moins Nr ln de P1 sur P0 on trouve ici hein, une variation d'entropie de 2,57 joules Kelvin moins 1. Le terme d'échange SE1, c'est égal à Q1 sur la température de contact. Donc, la température de contact ici, hein, bah, c'est rien d'autre que la température donc, de la résistance. Donc, même si c'est assez grossier hein, comme approximation, on considère ici hein, que la résistance a une température qui est constante hein, tout au long en fait, du fonctionnement. Hein. Alors, on conçoit bien que bah, c'est assez abusif de dire ça, hein, puisque la résistance va avoir elle-même une montée en température hein, avant hein, d'obtenir éventuellement une température stationnaire ici de 140 degrés Celsius. Hein, mais c'était histoire d'avoir une petite application numérique quand même de possible. Hein. Donc là, attention, hein, lorsque eh bien, on fait l'application numérique à bien mettre donc, la température de la résistance en Kelvin. Hein. Et donc, si on fait donc, cette application numérique, on trouve 1,69 joules Kelvin moins 1 ici pour cette entropie d'échange. Et donc, l'entropie de création, hein, qui est la différence entre les deux termes, nous donne donc une entropie de création, on se rend compte, non nulle, ici est positive, hein, donc 0,88 joules Kelvin moins 1, qui traduit donc le caractère irréversible de la transformation à cause eh bien, de la diffusion thermique avec la résistance chauffante. Bien, donc voici pour ce petit calcul. Oui. Dans les données pour l'entropie molaire, on nous donnait SM qui valait nanana moins R ln de P. Oui. Et là, on a un N qui traîne. C'est parce que c'est l'entropie molaire. Du coup, oui, donc c'est parce que là, on vous donne l'entropie molaire. Hein, donc, je vous rappelle qu'une grandeur... souris, elle est là. Que l'entropie, hein, c'est la quantité de matière hein, fois l'entropie molaire. Donc, il suffit de multiplier par la quantité de matière, effectivement, hein, d'où le N qui permet de faire apparaître bah, d'une part le CP à ce niveau-là, hein, puisque le CP, c'est NR gamma sur gamma moins 1, et le petit n qui apparaît également à ce niveau-là. Ah oui, c'est ça qui me bloquait. Ok, merci. Okay. Bien, donc voici pour cette première partie. Hein. Donc, on va s'intéresser maintenant, hein, et l'exercice il sera assez complet, hein, à
une deuxième partie où on va donc, modifier les conditions opératoires. Donc, au niveau ici de toutes ces parois latérales et du piston, on a toujours quelque chose de calorifugé. Par contre, ce n'est plus le cas sur la paroi qui se trouve à ce niveau-là, qui, elle, va devenir diathermane, de manière à ce que le gaz qui se trouve dans le compartiment de droite, qu'on va toujours appeler gaz numéro 2, il va être en contact avec un thermostat, ce gaz numéro 2. Le gaz numéro 1, lui, étant en contact avec la résistance chauffante. Bien, on vous demandait de refaire tout le travail qu'on a déjà fait avec cette configuration-là. Bon, c'est un peu la même chose. Il faut juste faire attention au fait que l'on a un thermostat qui est présent cette fois-ci. Donc, le point de départ, c'est toujours le gaz numéro 2. Dans ce gaz numéro 2, on a la température finale T2 qui va être égale à T0 de 193 Kelvin, simplement parce que du fait de la présence du thermostat, tant que la température du gaz numéro 2 ici n'atteint pas cette valeur de 293 Kelvin, ça continuerait à évoluer. La pression P2, on la connaît, puisqu'elle vous était donnée dans l'énoncé. Donc, la pression P2, c'est toujours PF, à savoir 1,8 bar. Donc, ça, c'est lié à l'équilibre mécanique du piston. Et donc, si on applique l'équation d'état du gaz parfait, on peut en déduire le volume V2, qui est égal à nRT2 sur P2. Autrement dit, 1,67 litres. Donc là, je vais un peu plus vite parce que c'est le même type de calcul que précédemment pour cette première question. Donc, on bascule ensuite sur le gaz numéro 1. Donc, le point de départ, c'est de connaître le volume V1, simplement parce que c'est, comme tout à l'heure, le volume total moins le volume V2. Autrement dit, 4,33 litres. Connaissant le volume V1, mais aussi la pression P1, puisque on sait qu'elle est égale à 1,8 bar, on peut avoir accès à la dernière variable d'état qui nous manque, la température T1, qui est égale à NR, qui est égale à P1V1 sur NR. Autrement dit, 762 Kelvin. Monsieur? Oui. Vous pouvez redire pourquoi T2 égale T0? Alors oui, parce que donc là, on va commencer par là dans la deuxième question, mais en fin de compte, le gaz numéro 2 va subir une transformation qui est isotherme, simplement parce que du fait de la paroi diathermane qui se trouve à ce niveau-là, qui permet les échanges de chaleur entre le gaz 2 et le thermostat, et du fait qu'on chauffe très lentement à l'aide de la résistance chauffante, à chaque instant de la transformation, on va avoir la température du gaz numéro 2 qui sera égale à la température du thermostat. Donc, c'est rien d'autre qu'une transformation isotherme ici. La température du gaz numéro 2 va rester égale à 293 Kelvin tout au long de la transformation, du fait d'une part ici de la paroi diathermane et du fait que le piston va se déplacer ici très lentement. Ok, merci. Bien, donc ça, ce sont pour les variables d'état. Il nous reste donc transfert thermique et travail à déterminer. Donc, si on s'intéresse au gaz numéro 2, comme je viens de le dire, on a une transformation qui est isotherme pour ce gaz. Donc, simplement parce que la paroi qui se trouve à ce niveau-là, elle est diathermane, elle permet les échanges d'énergie sous forme de chaleur. Et comme on chauffe très lentement
à chaque instant de la transformation, hein, on va bien pouvoir avoir cette homogénéisation qui fait que les paramètres d'intensif, pression et température vont être définis. Et donc, on a bien une transformation isotherme pour notre gaz parfait. Et donc, déjà, hein, on sait que delta U2 est égal à CV T2 moins T0, bah, ça va être égal à 0, hein, puisque la transformation elle est isotherme. Le terme de transfert thermique va être déduit donc, par voie de conséquence du travail des forces de pression. Le travail des forces de pression, eh bien, donc, c'est le travail relatif donc, à une transformation isotherme d'un gaz parfait. Hein. Donc, calcule tout ce qui est le plus classique. Moins P extérieur dV, autrement dit, intégrale de moins P dV. Et donc, moins nRT0, dV sur V, entre le volume initial et le volume final. Donc, pour ce travail des forces de pression, on a donc moins nRT0, ln de V2 sur V0. Donc, c'est WP2. On trouve ici, pour WP2, 176 joules. Et donc, le terme Q2 ici, hein, ça sera moins 176 joules, hein, puisqu'on est toujours dans l'utilisation usuelle du premier principe et que la transformation, elle est isotherme. Pour le gaz numéro 1, on reprend par contre exactement le même raisonnement que dans la question précédente, hein, donc c'est un peu répétitif, hein, à savoir, hein, exactement pour les mêmes raisons que précédemment, hein, WP1, c'est égal à moins WP2. Hein. Donc là, encore une fois, hein, de façon à de justifier, hein, soit on raisonne sur le système global, hein, en disant que le volume est constant puisque les parois sont rigides et donc on a le travail des forces de pression totale qui est nul, et donc WP1 plus WP2 égale 0, d'où l'expression. Ou alors on raisonne simplement sur le changement de point de vue du système, hein, en disant que dans le premier cas de figure, le système c'était le gaz 2, le milieu extérieur c'était le gaz 1, et inversement, hein, puisque ce travail des forces de pression, je vous rappelle, hein, caractérise bien, la variation de volume du système. Le WP1, on l'a, on peut en déduire, on peut également avoir accès facilement au delta U1, puisqu'on connaît température initiale et finale. On a le delta U1 qui vaut 1202 joules. Et donc, le terme de transfert thermique Q1 hein, se déduit par différence. Donc, 1376 joules. Bien, donc voici pour ce bilan énergétique. Hein, donc, j'étais un petit peu plus vite sur ce début de question parce que ça ressemblait beaucoup à ce qu'on a fait donc, précédemment. On demandait également l'énergie dissipée donc, par la... Oui. Est-ce que vous pouvez remettre un instant la page précédente? J'ai loupé une ligne. Oui. Ok, merci, c'est bon. Bien. Donc, la résistance chauffante, c'est le même principe que tout à l'heure. Hein, donc, à savoir, je regarde le même raisonnement. Hein, je garde les systèmes des deux gaz. Hein. Et donc, ici, hein, on a... non, là, j'ai parlé un peu vite.
que j'ai parlé un petit peu vite. Non, parce que là, il y a le thermostat. Donc, oui, donc là, je suis obligé de raisonner sur le gaz 1, hein, parce qu'il y a le thermostat là, qui m'enquiquine. Là, si je prends gaz 1 plus gaz 2, hein. Donc, il faut que je raisonne que sur le gaz 1. Hein. Et donc, on a delta U1 hein, qui est égal à Q1, donc plus WP1. Et donc, ce terme Q1 ici, qu'on a évalué juste avant, hein, bah, c'est l'énergie thermique hein, reçue de la part de la résistance. Hein. Et donc, c'est le terme que l'on cherche. Donc, 1376 joules ici. Pour finir, hein, on demandait donc de faire le bilan anthropique. Donc, le bilan anthropique, hein, ben, on va donc procéder de la même manière. On va évaluer donc les termes d'échange, de création hein, pour l'ensemble des deux. Donc, si je raisonne déjà sur eh bien, le gaz numéro 2, on a donc delta S2 donc, qui vaut de même que précédemment hein, Cp ln de T2 sur T0 moins NR ln de P2 sur P0. Sachant que la transformation est isotherme, ce terme-là, il est nul. Hein. Et donc, on trouve ici hein, moins 0,60 joules Kelvin moins 1 pour ce terme de variation d'entropie. Le terme d'échange, SE2, c'est égal ici à Q2 sur la température ici du thermostat, puisque la température de contact, hein, eh bien, c'est la température ici hein, du thermostat avec lequel le système est en contact. Et donc, on a une entropie d'échange qui vaut également moins 0,60 joules Kelvin moins 1. Hein, et donc, l'entropie de création qui va être nulle. Et donc, on a une transformation qui est réversible pour le gaz, encore une fois, numéro 2. Monsieur, vous pouvez revenir un instant sur la page d'avant, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. Et du coup, monsieur, pour la question 3, on considérait que le gaz 1? Alors oui, parce que sinon, il y avait le thermostat là, qui m'enquiquinait pour faire correctement le bilan. Donc là, j'ai pris effectivement que le gaz de gauche de manière à avoir accès directement à la valeur qu'on cherche, parce que le Q1 qu'on a évalué à la fin de la question 2, bah, c'est justement hein, l'énergie thermique que reçoit donc, le gaz 1, mais de la part de la résistance, puisque toutes les autres parois sont calorifugées. Donc le résultat, il est immédiat en raisonnant sur le gaz numéro 1. Ok, merci. Merci, monsieur. Bien, donc au niveau donc, de ce gaz numéro 2 ici, hein, on a donc cette transformation qui est réversible. Pour le gaz numéro 1, eh bien, on va recalculer les différents termes. Le delta S1, c'est égal donc à Cp ln de T1 sur T0 moins NR ln de P1 sur P0. Donc, tous ces termes ici, hein, on les connaît, donc on peut hein, facilement donc, déduire le delta S1, donc 2,81 joules Kelvin moins 1.
Et puis, donc, le terme d'échange, c'est rien d'autre que le terme de transfert thermique sur la température de contact, à savoir la température de la résistance. On trouve 1,88. Donc, joule, Kelvin moins 1. Et donc, on remarque que l'entropie de création, encore une fois, elle va être non nulle ici, puisqu'on a un terme positif. On a ici une entropie de création de 0,93 joule Kelvin moins 1, d'où notre transformation qui est irréversible, liée encore une fois, toujours la même chose, la diffusion thermique ici. Bien, donc voici pour cet exercice-là. J'ai essayé de le mettre de manière assez complète avec disons, les principales configurations dans lesquelles on peut se trouver, là, contact avec un thermostat ou non, d'ailleurs, ça dépend du dispositif. Donc voici. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice-là? Non? Ok. Alors, pour finir, l'exercice... Monsieur, j'ai une question. Oui. C'était dans les questions un peu plus tôt que je retrouve. C'était au niveau du CP avec le lambda, je n'avais pas compris. Je ne sais plus c'était... Alors, c'est où que j'ai noté ça? J'ai noté... Ça doit être avant. Ici, là. Oui, là, je n'ai pas Alors, compris. ça, c'est lié donc, aux relations donc, de Mayer. Donc, je vous rappelle qu'on a par définition gamma qui est égal à CP sur CV. Donc, ça, c'est la définition en fait du coefficient gamma. Oui. Et puis ensuite, quand on écrit la définition de l'enthalpie pour le gaz parfait, on a H qui est égal à U plus PV, autrement dit à U plus nRT. Et donc, delta H égale delta U plus delta PV, plus NR delta T. Et donc, quand on revient sur la définition donc, de delta H, CP delta T, delta U, CV delta T, on arrive à la deuxième relation, donc relation de Mayer ici, CP égale CV plus NR. Et donc, si on injecte à l'aide de la relation gamma égale CP sur CV ici, en se débarrassant du CV ou du CP, on retombe sur l'expression en NR gamma sur gamma moins 1 pour le CP ou NR sur gamma moins 1 pour le CV. Merci. Alors, le dernier exercice que je vous proposais consistait donc à s'intéresser donc à différentes détentes donc, de gaz parfait. Bien, donc on vous dit qu'on a donc un gaz parfait, on vous donne la valeur de gamma, 5 tiers. La température initiale, c'est 800 Kelvin. Et donc là, attention, j'insiste, la température initiale, elle est fixée, égale à 800 Kelvin. On a une pression initiale de 10 bars. Et donc, le but, on vous dit, c'est de produire un travail maximal à partir de ce gaz. Et on va s'intéresser dans tout l'exercice uniquement à des transformations ici adiabatiques. Bon.
on vous demandait d'abord de justifier que le travail récupérable par le milieu extérieur est d'autant plus important que la température est basse. Donc là, il ne faut pas raconter n'importe quoi, et j'insiste bien sur le fait que eh bien, la température initiale, elle est fixée égale à 800 Kelvin. Et donc, quand on vous parle de température, bien évidemment, ça ne peut être que de la température finale dont on parle, puisque la température initiale, elle est fixée. Alors, si j'écris le premier principe ici, pour notre système qui est le gaz, eh bien, donc, on a une formulation encore usuelle du premier principe, puisque on n'a pas de travail autre que les forces de pression ici, et on a le repos macroscopique. Et comme la transformation elle est adiabatique, eh bien, ce terme-là, il est nul, le terme de transfert thermique. Bon, par contre, attention, le travail des forces de pression ici, donc ça, c'est le travail qui est reçu par le gaz. Alors, quand on dit reçu, bien évidemment, toujours pareil, c'est algébriquement, donc il peut être positif ou négatif, ce travail, ça on s'en fiche. En tout cas, c'est le travail qui est reçu par le gaz. Donc là, la question, si on la relie bien, c'est le travail récupéré, donc reçu par le milieu extérieur. Et donc, attention, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'opposé, en fin de compte, de ce terme qui est ici. Autrement dit, c'est le moins ΔU du gaz, parce que dans cette question, c'est le travail reçu par le milieu extérieur qui doit être maximal. Et donc, ce travail, c'est rien d'autre que moins CV T final moins T initial. Autrement dit, CV T initial moins T final. Ça, c'est la première chose. On s'intéresse ici au travail qui est reçu par le milieu extérieur. Donc là, on demandait de justifier que le travail récupérable est d'autant plus important, etc. Donc là, ce que l'on veut, c'est en plus que le milieu extérieur reçoive effectivement de l'énergie sous forme de travail. Donc, W positif, pour que le milieu extérieur reçoive effectivement du travail. Puisque je vous rappelle que si une grandeur elle est positive, ça veut dire que l'objet auquel on s'intéresse reçoit effectivement de l'énergie. Sinon, si cette énergie est négative, ça veut dire que le dispositif fournit de l'énergie à l'extérieur. Et donc là, en l'occurrence, si on veut que le milieu extérieur reçoive effectivement de l'énergie sous forme de travail, il faut que ce terme-là soit positif. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, eh bien, on remarque que ce travail sera d'autant plus grand que la différence TI moins TF ici eh bien, sera grande. Et donc, plus TF sera petit, et plus le travail augmente. Donc ici, j'ai laissé mes températures en Kelvin, et donc on remarque que la valeur max du travail sera obtenue lorsque TF va être égal à 0 Kelvin. Donc 0 Kelvin, absence totale de mouvement au niveau microscopique, c'est la température en dessous de laquelle on ne peut pas aller, eh bien le travail sera maximal.
est égal à CVTI. Donc, voici pour ce travail maximal récupérable ici. Donc là, la question en soi, bon, elle n'est pas difficile d'un point de vue calculatoire, mais vous remarquez qu'il faut quand même faire les choses très proprement si vous voulez pouvoir justifier correctement de ce qui se passe, à savoir, il faut que le W soit celui qui est bien relatif au travail qui est reçu par le milieu extérieur. Donc attention, il faut un signe moins par rapport au travail reçu par le gaz. Et puis ensuite, on raisonne bien sur le fait que le travail doit être positif pour que le milieu extérieur reçoive effectivement de l'énergie. Et donc, la différence TI moins TF doit être positive et la plus grande possible, d'où le TF qui doit tendre vers 0 Kelvin. Donc là, sur cette question-là, on a vite fait de raconter pas mal de bêtises si on ne s'y prend pas vraiment de manière très rigoureuse sur la justification. Bien. Alors ensuite, on retombe sur des choses super classiques, les questions 2 et 3. La question donc, numéro 2. Donc, on vous dit qu'on suppose une détente réversible qui amène le gaz à la pression donc, PF. On vous demande de calculer la température TF, le travail extrait et la variation d'entropie au cours donc, de la transformation. Bon, ici, on a le gaz parfait qui subit une transformation adiabatique irréversible. Donc, transformation adiabatique irréversible d'un gaz parfait, eh bien, on peut appliquer les lois de Laplace. Donc, ici, lorsqu'on applique donc, nos lois de Laplace, on peut travailler avec les variables température, pression, puisque là, c'est ce qui nous intéresse. Donc, on a TF à la puissance gamma, donc PF à la puissance 1 moins gamma, qui sera égal à la température initiale à la puissance gamma fois la pression initiale à la puissance 1 moins gamma. Donc, je vous rappelle, cette relation-là, ce n'est pas utile de la retenir. Donc, retenez que PV gamma égale constante. Et puis ensuite, en utilisant l'équation d'état du gaz parfait, à savoir que V, c'est nRT sur P, on peut facilement retrouver cette formulation-là de la loi de Laplace. Et donc, ça permet d'avoir accès à notre température TF, qui n'est rien d'autre que TI, fois PI. Oui. Je ne sais jamais. On a juste besoin d'une transformation adiabatique qui est infiniment lente pour utiliser les lois de Laplace, ou il faut qu'elle soit réversible? Alors, en fait, il faut le gaz parfait, la transformation adiabatique, et après, il y a deux configurations qui permettent d'appliquer les lois de Laplace. La transformation réversible, qui est infiniment lente, mais si vous avez le qualificatif que de infiniment lent, ça suffit. Alors, en fait, quand on a démontré les lois de Laplace, on les a démontrées dans le cadre en fait, du second principe. Donc, pour les démontrer, je vous rappelle, on utilise le fait que pour une transformation isentropique du gaz parfait, autrement dit adiabatique et réversible, delta S égale 0, et on retombe sur ces formulations-là des lois de Laplace. Donc, si on utilise le second principe pour les démontrer avec un qualificatif relativement fort, à savoir une transformation réversible, eh bien, on retombe sur ces lois de Laplace. Mais on les a démontrées également, même si ce n'est pas au programme, la démonstration, dans le cadre du premier principe, et on se rend compte qu'on n'a pas besoin que la transformation soit réversible en fin de compte pour les appliquer, il suffit simplement qu'elle soit infiniment lente. Donc, adiabatique et infiniment lente, ça suffit pour les appliquer. Mais une transformation réversible est forcément infiniment lente, donc ça va aussi. Ok. Monsieur ? Oui.
Est-ce qu'il faut la connaître, cette formule, ou on peut que se contenter de connaître PV gamma est égal à Alors, constante? je vous ai conseillé fortement de ne surtout pas chercher à la retenir. Vous allez vous mélanger avec les exposants, hein. Donc, retenez que PV gamma égale constante, hein. Et puis ensuite, vous utilisez l'équation d'état du gaz parfait, hein, pour la retrouver. Hein. Ça prend une ligne. Hein. D'accord, merci. D'où la relation, hein, T gamma, P à la puissance 1 moins gamma, égale, alors une constante, ce n'est pas la même que dans celle-ci, hein, mais vraiment, ayez cette démarche-là, hein, sinon vous allez vous mélanger avec les exposants. C'est toujours la même idée, hein. Donc là, on y est en plein dedans, donc bon, à force de les manipuler, vous allez les avoir en tête, mais l'objectif, c'est le concours, hein, l'année prochaine. Donc, dans un an, hein, voilà, vous aurez tellement de relations, hein, à devoir connaître qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Et donc, cette seule relation-là est indispensable, hein. Après, les autres, elles se déduisent facilement. Hein. D'accord, merci. Bien, donc la température finale est bien 318 Kelvin ici. Hein. Le travail extrait, bon, c'est ce qu'on a fait juste avant. Hein. Donc W, hein, c'était moins le travail des forces de pression. Hein. Autrement dit, moins delta U, moins CV, donc TF moins TI. On a donc ici un travail, hein, de 6,00 kJ. On remarque qu'il est bien positif. Hein. Donc, le milieu extérieur va bien récupérer de l'énergie sous forme de travail. Et puis, donc, le delta S, qui lui est égal à 0, hein, puisque notre transformation, hein, elle est adiabatique et réversible. Hein. Donc, on a une variation d'entropie ici qui est nulle. Donc là, surtout, hein, attention, hein, lorsque vous évaluez la variation d'entropie, hein, on peut, si on le souhaite, reprendre donc, la formule de l'entropie, hein, le Cp ln de t moins nr ln de v, hein, et on calcule la variation correspondante à l'aide des valeurs numériques qu'on a trouvées en particulier pour TF. Mais alors attention, hein, si on fait ça, il faut bien mettre au niveau de la valeur numérique 0 et pas 0,1 ou 0,2 liés donc, aux arrondis qu'on a fait pour les valeurs numériques. Hein, parce que si on écrit 0,2 par exemple, hein, c'est faux, hein, parce que ça impliquerait une entropie de création, hein, de 0,2 joules par Kelvin par exemple, et donc une transformation irréversible, alors que notre transformation, elle est ici adiabatique irréversible. Hein. Donc, à part écrire 0 ici, hein, on n'a rien le droit d'écrire. Hein. Attention. Voici donc pour cette deuxième question. Vous avez cours de maths derrière, je ne me rappelle plus. Non, non. Vous avez un trou là de 10 à 12? Non, on n'a rien après. Moi, j'ai un test PCR. Ok, alors je prends 5-10 minutes là pour finir la question petit 3, alors pas la question petit 4, parce que bon, la question petit 4, c'est la même que la question petit 3, hein, qu'on répète plusieurs fois, mais histoire qu'on ait fait vraiment l'essentiel du TD, là je prends 5 petites minutes pour finir la question petit 3 qui elle est importante. Alors, dans la question petit 3, hein, on vous dit qu'on a toujours notre détente adiabatique. Je vous rappelle, hein, c'est le point commun entre toutes les questions de cet exercice-là. Donc, on vous dit que le gaz il est enfermé par un piston de masse nulle sur lequel on applique une pression extérieure, ici donc de 1 bar. Et donc, on vous demande si la détente elle est réversible et de déterminer en gros les mêmes termes que précédemment. Donc, schématiquement, voici ce que l'on a, vu qu'on a un piston ici de masse nulle. On peut s'intéresser ici à un gaz qui est contenu donc, dans un récipient.
Donc, l'ensemble ici est calorifugé. Et on a donc notre pression extérieure ici de 1 bar. Donc là, notre gaz, il va subir une transformation qui est adiabatique et monobar, puisqu'on a d'une part les parois qui sont calorifugées et d'autre part la pression extérieure qui est constante également. Donc ça, c'est vraiment le calcul super classique. On l'a déjà fait dans le cadre du premier principe. On le refait ici. Donc ça, il faut savoir le remettre en équation assez rapidement. La transformation adiabatique et monobar, aussi bien du point de vue du premier principe en fin de compte que du second principe. Bien, alors si on met en équation, donc ici, ce que l'on va faire, c'est que déjà, eh bien, on part de la seule grandeur que l'on connaît, à savoir donc à l'état final, eh bien, donc l'équilibre mécanique du piston, impose que PF égale P extérieur, autrement dit un bar. Si ce n'était pas le cas, le piston il continuerait à se déplacer et donc on ne serait pas dans un état d'équilibre. Donc ça, eh bien, voici pour la pression extérieure. Ensuite, on va appliquer donc, le premier principe, toujours sous forme usuelle. Donc là, c'est vraiment, j'insiste, mais le même calcul que celui qu'on a fait dans le TD précédent. Donc ça, c'est un truc qui revient tout le temps. Il faut savoir le refaire assez rapidement. Donc on a delta U qui est égal au travail des forces de pression plus le terme de transfert thermique, Q. On a toujours un W autre qui est égal à 0 et delta EC macro qui est nul. Et donc, ici, compte tenu du fait que la transformation elle est adiabatique, on a le terme de transfert thermique qui est nul. Il reste ici le travail des forces de pression. Comme la transformation elle est monobar, c'est moins P extérieur, V final, moins V initial. La transformation elle est monobar. Le delta U, c'est CV T final moins T initial. Et donc, on remarque qu'on a donc CV T final moins T initial qui est égal à moins P extérieur V final moins V initial. Une équation, deux inconnus. Il faut donc utiliser également le fait que, eh bien, donc, on a P final fois V final qui est égal à NR T final pour avoir un système de deux équations à deux inconnus. En remplaçant, eh bien, donc, dans l'expression précédente, on obtient ici la température finale. Alors, je vais réarranger un petit peu. Donc, je vous donne directement le résultat, vu que ça, c'est un calcul qu'on a déjà fait. Et donc, on trouve une température finale ici de 512 Kelvin.
Bien, donc transformation adiabatique et monobar du gaz parfait. Gardez surtout à l'esprit que on ne peut pas appliquer ici les lois de Laplace, puisque une transformation ici monobar, elle n'est pas forcément infiniment lente. Et d'ailleurs, dès le départ, on peut être à peu près sûr que la transformation elle va être irréversible ici, puisque la pression initiale du gaz, elle vaut 10 bars, et que là, on impose une pression extérieure de 1 bar. Il y a quand même une très grosse différence, on a un facteur 10 entre la pression initiale et la pression finale. Donc, on conçoit bien que notre transformation ne va pas être infiniment lente pour passer de l'état initial à l'état final du fait de cette variation de pression importante. Et donc, ça va générer une transformation qui va être irréversible. Une fois qu'on a ça en tête, il ne nous reste que le premier principe, donc delta U égale travail des forces de pression. Ce travail des forces de pression, il y a accès facilement pour la transformation monobar, moins P extérieur delta V. Et après, en utilisant simplement l'équation d'état du gaz parfait, on a notre système de 2 équations à 2 inconnues qui va nous permettre d'avoir accès à cette température finale. Bon, une fois qu'on a ça, l'exercice du point de vue de cette question-là, il est terminé, puisque si on détermine le travail W, donc c'est comme tout à l'heure, moins WP, autrement dit, moins CV T final moins T initial. On trouve 3,59 kJ. Et puis, donc, si on veut avoir accès à la variation d'entropie, donc on réutilise la relation qui était donnée dans l'énoncé, donc CP ln de TF sur TI moins NR ln de PF sur PI. Si on fait l'application numérique, on trouve 9,86 joules Kelvin moins 1. Et donc, compte tenu du fait que l'entropie d'échange est toujours nulle, puisque la transformation est adiabatique, eh bien, donc, ce terme-là, c'est également l'entropie de création, et donc notre transformation, elle est irréversible. La cause d'irréversibilité, je l'ai indiqué précédemment, c'est lié au fait qu'on a une transformation brutale. Bien, donc voici, après pour la dernière question, je vais vous envoyer le corrigé en suivant là. Il suffit de répéter plusieurs fois l'opération, donc il y a un petit calcul à faire, mais c'est n fois en fait le calcul que je viens de détailler ici. Donc le point important, c'est surtout le calcul de cette question petit 3 ici. Bien, des questions là-dessus? Oui, monsieur. Oui. Ah, vous avez fermé la page, c'était la page précédente. Oui, pour trompé de